Parler de la période médiévale. Juste deux mots, vous êtes sur un site public puisqu'il appartient au Conseil général du Calvados. Et la butte, le monticule qui est derrière moi ou face à vous est totalement artificiel. Autrefois, il y avait une table d'orientation beaucoup plus ancienne. Nous en avions remonté une lorsque nous avons construit le circuit de découverte en 1996. Mais aujourd'hui, il a été vandalisé et bon, vous ne verrez plus, vous n'irez plus rien. Simplement, ici aussi, vous voyez qu'il y a la chaînée, une boulée, donc des arbres qui sont tout de même moyennement hauts, avec beaucoup de résineux. En fait, les résineux, eux, arrivent après la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'ici, pendant la guerre, 1940-1944, eh bien, il n'y avait quasiment aucun arbre. Vous n'aviez que de la jonc et que de la bruyère. Il faut savoir que les bois qui étaient sur le mont Pinson, en fait, ont servi comme charbon de bois pour la forge de Danvous, et en fait, qui date des 16e et du 17e siècle. On va vraiment couper les arbres, en faire bien du charbon de bois pour permettre la réduction du minerai de fer. On va utiliser le minerai de fer du mont Pinson, on va utiliser le calcaire qui fluidifie en fait la coulée du minerai. Et en fait, voilà pourquoi ce paysage ici sera vraiment pratiquement presque aride, quoi, fleur de roche. Et cela va bien faciliter les choses d'ailleurs pour l'armée allemande qui aura une vision très étendue jusqu'à la mer du mont Pinson, en fait, et très loin à l'intérieur des terres. On en parlera tout à l'heure, donc c'est vraiment un point stratégique pour l'armée allemande. On en parlera tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, parlons des voies de communication. Car fortifier un site, l'histoire d'une fortification, c'est aussi l'histoire des communications. En quelques mots, l'histoire des communications locales sont très complexes, mais très intéressantes, au moins pour cette micro-région. Vous savez que le Plessis-Grimou est au carrefour de trois grandes voies gallo-romaines très importantes. Partant de Vieux-la-Romaine, que certains connaissent, je vous invite à visiter son musée extraordinaire. Vieux, en fait, pour pénétrer vers Avranches, la cité des Abrincates. Vous partez également de Bayeux pour passer à l'intérieur des terres et passer vers Flers et au-delà, et la Mayenne. Et vous aviez encore une autre voie très importante de Vieux-la-Romaine vers Condé-sur-Noireau et l'intérieur des terres. Ce carrefour va devenir un carrefour stratégique de la plus haute importance au Moyen-Âge, car on va fortifier en fait ce point d'accès, car on va tout simplement monnayer ces routes. Et il y a un personnage illustre ici, dont je vous ai parlé, dont je vous ai donné le nom tout à l'heure, c'est Grimou, qui va donner donc le nom du village. Et en fait, il faut s'arrêter, on va dire, au tout début du XIe siècle, car ce fameux Grimou, on lui donnera le titre de baron, eh bien, n'était pas un baron à l'époque, mais un mercenaire à la solde de l'évêque de Bayeux. Et au XIe siècle, on veut asseoir en fait la légitimité de l'évêque, et on va dire à ce mercenaire, tu vas récupérer 10 600 hectares, donc on appelle cela un honneur, donc l'honneur du Plessis-Grimou. Le village est au centre de ces 10 600 hectares, et on va dire à ce mercenaire, tu vas asseoir l'autorité de l'église, mais à coups de glaive et de lance. Ok ? Donc, eh bien, ce Grimou va s'installer, mais il va s'installer dans un site qui était déjà connu, une vieille ferme qui devait dater du 8e ou du 9e siècle. Ici, on va défricher dès l'aube du 8e siècle, mais vraiment un petit peu. Et c'est, on va dire, au 10e et au 11e siècle que l'on va ouvrir tous ces grands chantiers, entre guillemets. Et ce fameux Grimou s'installe à l'intérieur de l'une de ces vieilles fermes. Il va fortifier cette ferme en construisant, c'est vraiment l'origine des châteaux forts en Normandie, le XIe siècle. Il va surhausser les talus, construire sur ce talus non plus une palissade, mais un mur de pierre haut de 3 mètres, plus une palissade de bois. Il va construire une tourelle au nord, il va installer un porche tour ou un porche donjon
Certains connaissent Châteauganne, c'est exactement dans le même style d'architecture militaire. Et il va construire son habitat au milieu. Et ici, c'est là où il va loger le cheval. En fait, c'est en plein milieu du bourg. Il va construire ceci parce que, tout simplement, il y a des rivaux. C'est un guerrier, c'est un militaire. Et il va également construire un bel, c'est-à-dire une ceinture autour de cette fortification qui fait quasiment le tour du village. Et il va construire une troisième ceinture de fortification. Certains en connaissent certains éléments, c'est-à-dire de toutes petites mottes que l'on dit féodales, c'est-à-dire une motte de terre artificielle surmontée d'une structure en pierre ou en bois. Mais en fait, c'est un gué pour voir. Mais c'était aussi un lieu où on va arrêter les gens. Et là, ce Grimoud, eh bien, il est très intelligent puisque cette troisième ceinture ceinturera donc ces 10 600 hectares. Et on connaît des mottes de Saint-Jean-le-Blanc, d'Onde-Fontaine, de Campandré-Valcongrin, de Danvaux-la-Ferrière, etc. C'est-à-dire qu'il va ceinturer tout l'ensemble. Et en fait, l'histoire des fortifications est bien connue grâce à M. Fixot, grâce à M. Deboire, puisqu'elles seront en partie fouillées. Elisabeth Zadora Rio va fouiller cet ensemble dans les années 1970 et relever un système de fortification remarquable aux chiens. Voilà, donc ça c'est important. Grimoud va tenir des axes de communication ici et il fera payer un impôt, un péage. On en connaît aujourd'hui le prix, mais lui à l'époque il va le faire. En fait, ici, autour du Mont Pinson, on va extraire à l'époque médiévale, au moins du milieu de l'époque médiévale vers l'an 1000, eh bien, du minerai de fer, toujours du calcaire, du bois, et on va également fabriquer des lingots. Ces lingots vont servir, bien sûr, ils vont être monnayés, et il va y avoir une économie très intéressante. On va également exploiter encore la bourbe noire. On sait qu'à l'époque gallo-romaine, elle est exploitée, à l'époque médiévale, elle est exploitée, et ça va apporter un revenu conséquent à ce fameux personnage. Malheureusement, ce personnage va se rallier du mauvais côté de l'histoire, puisque vous connaissez peut-être la bataille du Val-es-Dunes ou du Val des Dunes, hein, 1046-1047. Eh bien, ce fameux baron Grimoud du Plessis va se battre contre Guillaume le Bâtard, et Guillaume le Bâtard, aidé du roi de France, va gagner la bataille, et Grimoud sera enfermé et enjôlé dans une forteresse de Rouen, dans la forteresse de Rouen. Là, on en connaît bien l'histoire. Globalement, il faut également, je vous ai dit que les voies de communication étaient importantes, mais on va faire un bond dans l'histoire. Il faut savoir qu'à partir du XIIe siècle, les chanoines de l'ordre de Saint-Augustin vont s'implanter à l'intérieur du château de Grimoud du Plessis, qui est mort déjà depuis pratiquement un siècle, au moins 80 ans. Ils vont s'installer à l'intérieur. Le monastère se situe dedans. Mais ils sont à l'intérieur du village, ils ne sont pas bien, on va dire, à l'intérieur de ces bâtiments. Ils vont construire l'abbaye 2 km au sud-ouest sur le camp Osbert. C'est là où se situe aujourd'hui l'abbaye Saint-Étienne du Plessis-Grimoud, que je vous recommande de visiter aux Journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre, je crois, où j'y serai le guide, vous y découvrirez le fameux jardin fortifié, qui est le seul et unique jardin, une forteresse miniature du XIIIe siècle. C'est un château donjon de 10 mètres par 12, miniature, que l'on retrouve au milieu d'un étang et qui est ce que l'on appelle une Jérusalem céleste. En fait, il y a tout à comprendre. C'est une machine pour pouvoir pénétrer, je dirais, l'au-delà. Et je vous expliquerai c'est vraiment impressionnant. C'est unique en France, il n'en existe que 4 en Europe. Et on en a une, nous, au Plessis-Grimoud. Mais il y en avait en fait partout. Ceci dit, je reviens à mes moutons, mais vous voyez bien que fortifier, c'est aussi essayer de, dans l'abbaye du Plessis-Grimoud, à partir du XIIIe siècle, puisqu'on ne peut pas aller à Jérusalem, physiquement, pour certains, eh bien on va construire une petite Jérusalem à l'intérieur de l'enceinte fortifiée de l'abbaye. Extraordinaire quand même. Voilà. Il y en avait une également à l'abbaye d'Aunay-sur-Oudon, mais aujourd'hui elle est beaucoup moins visible. Alors,
en fait, les voies de communication, je parle donc des chanoines. Les chanoines vont également tirer profit de ces voies de communication. Ils vont rouvrir des voies. Et il va falloir attendre en fait l'époque de Louis XIV pour pouvoir ouvrir de grandes voies de communication, mais militaires. On va ouvrir cette fameuse grande voie qui part de Caen, cette nouvelle grande voie de Caen vers la Bretagne. Et ça c'est important car c'est un axe militaire fort. Il ne sera pas terminé d'ailleurs. Vous connaissez le lieu-dit l'embranchement peut-être, hein, c'est là qu'au départ cette grande voie de Caen vers l'embranchement a été terminée. Elle se terminera mais difficilement dans l'ordre du temps et il faudra attendre 1825 pour qu'elle soit terminée et pour qu'enfin on ouvre un axe très important pour notre bocage. Il part de Bayeux, Tilly-sur-Seulles, Villers-Bocage, Aunay-sur-Odon, Turéacourt, 1825. Ça ne vous rappelle pas quelque chose cet axe pendant la Seconde Guerre mondiale? Quel est donc cet axe que l'on a ouvert en 1825? C'est l'axe que les Britanniques vont prendre, parce qu'ils ne peuvent pas prendre Caen. Et vous voyez que toute l'histoire des communications, de la construction des routes, en fait dans notre bocage, que ce soit par les moines, que ce soit dès le départ par nos chers Celtes, Gaulois, nos Romains, Grimoux, Duplessis, ceux de l'abbaye, enfin sous Louis XIV et après, un petit peu après, en fait pour l'ouverture